L'année 2021 a été une année fort intéressante pour le catch, il s'est passé beaucoup de choses. Malheureusement, tout n'a pas été parfait dans le monde du catch en 2021 et aujourd'hui on va donc s'intéresser au gâchis de l'année. Vous allez voir qu'il y a eu pas mal de points discutables, on va dire, pas mal d'échecs, pas mal de botches, pas mal de mauvaises décisions, pas mal de déceptions pour les fans et on va donc faire aujourd'hui un petit état des lieux des plus gros gâchis de l'année 2021. Juste avant, merci à tous ceux qui s'abonnent ou qui vont voir les vidéos sur Dr Everything. 2022 va marquer un tournant pour cette chaîne, ça va être la deuxième année d'exploitation de Dr Everything. Il y a énormément de projets assez croustillants qui vont arriver, on va essayer d'augmenter un peu la cadence sur cette autre chaîne, tout en gardant la même cadence sur Dr Wrestling. On va pas sacrifier Dr Wrestling pour une autre chaîne, ça va pas la tête. En tout cas voilà, merci beaucoup à ceux qui s'abonnent et puis à ceux qui soutiennent également les autres projets à côté de Dr Wrestling, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et démarrons sans plus attendre avec un problème qui a été à la WWE aux alentours du Royal Rumble 2021. Le Royal Rumble qui était encore un pay-per-view à huis clos, donc dans le Thunderdome, et ce problème concerne le main event entre Roman Reigns et Kevin Owens. Alors qu'on assistait à un last man standing de très haute facture, c'était vraiment un excellent match de catch, un léger problème, pour pas dire un immense botch, est venu gâcher la fin de ce match, et ben voilà, c'est un gâchis énorme. En fait, Kevin Owens a attaché Roman Reigns en bas d'un espèce de poteau avec une menotte, et en fait, l'idée c'était que Paul Heyman arrive à défaire cette menotte en moins de 10 secondes. Sauf que ça a duré au moins 40 secondes, qu'un premier arbitre a été assommé donc intelligemment par Roman Reigns pour éviter d'être compté, sauf qu'un deuxième arbitre est arrivé, il a compté jusqu'à 8, 9... et il a arrêté le compte alors que Roman Reigns était par terre au sol et que Paul Heyman n'arrivait pas à ouvrir cette menotte. Il y a eu un moment de panique totale, un moment de malaise vraiment palpable. Kevin Owens ne savait pas où se foutre, Roman Reigns était dépité, Paul Heyman était comme ça en train d'essayer d'ouvrir la menotte, l'arbitre était comme un con en train de dire bon bah normalement il y a 10 mais je peux pas, j'ai pas le droit. J'ai trouvé ça vraiment... ça faisait vraiment tâche en fait, ça a fait vraiment tâche pour un main event de pay-per-view WWE du Big Four, en plus le Royal Rumble c'est quand même pas rien. C'est dommage aussi pour Kevin Owens que ça décrédibilise fortement, mais globalement c'est cette espèce de sentiment nauséabond en fait de cette fin de match qui m'a vraiment laissé... ah, ça m'a laissé un goût amer en bouche parce que le match, encore une fois, était excellent. C'était un espèce de Fall Counts Anywhere où les mecs sont allés dans les vestiaires, ils ont fait quelques segments, quelques séquences qui étaient particulièrement bien pensées. Malheureusement, à la fin de ce match, a tout gâché. Et pour un petit peu d'égalité, pour un petit peu d'équité, on va maintenant parler d'un immense gâchis qui a eu lieu du côté de AEW et de leur pay-per-view Révolution. Donc en février, un mois, même pas un mois, quelques jours après le Royal Rumble du côté WWE. Et en fait, dans ce match, on avait donc le match entre Omega et Moxley à base de... merde, comment il s'appelait ce match? En fait, il y avait des espèces d'explosifs, enfin c'était des pétards, quoi, des feux d'artifice tout autour du ring avec des barbelés. Ça rendait assez bien, l'idée était assez bonne, c'est un concept qui a été pris du Japon, où il y avait beaucoup de ce genre de match dans les années 70, 80, 90. Et là, donc, Omega et Moxley se sont affrontés dans ce style de match. Le match était plutôt bon, encore une fois, pas de foule, enfin un tout petit peu de foule chez AEW. À Jacksonville, c'était moyen. Et en fait, le problème, c'est le final. En gros, le final, Moxley se fait défoncer par The Elite, avec également le club, les frères Gallows et Anderson, les Good Brothers, du coup maintenant on les appelle, et donc du coup Moxley est laissé au milieu du ring, il y a une espèce de compte à rebours jusqu'à ce que ça explose, qu'il y a un grand final et tout, il y a Eddie Kingston qui vient aider son pote Moxley, il voit que le compte à rebours c'est fini, donc il va se mettre sur Moxley pour le protéger, donc là jusqu'à là, rien à dire, le scénario parfait, on est tous en mode oh trop bien. Le compte à rebours arrive à 0 et c'est un pétard mouillé, il y a 2-3 boum boum boum, mais c'est tout. En fait on devait avoir un espèce de bouquet final immense à base de plein d'explosions, un nuage de fumée. On a pam 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 et ciao. Et puis là bon bah tu as Eddie Kingston au milieu du ring en mode assommé, qui est presque mort par l'explosion, la grandiose explosion, mais ouais, ça rend vraiment pas bien à l'écran. Alors je sais pas s'ils ont édité les images ou pas, si tu commandes le DVD aujourd'hui, peut-être qu'ils ont édité les images et qu'ils ont rajouté une immense explosion en post-prod, j'en sais rien, ce serait peut-être plus simple, parce qu'il y a vraiment ce botch là. Oh
Oh, c'est même pire, franchement c'est pire que celui de Roman Reigns et de la menotte. Alors pour vous dire, pour ceux qui n'ont pas vu Révolution, les fans de AEW on était comme ça, genre oh, qu'est-ce qui vient de se passer, putain, merde, c'est dommage. Bon, AEW s'est extrêmement bien rattrapé durant toute l'année 2021, le reste de l'année qui a été globalement sans fausse note, donc voilà. Petit pas de travers à Révolution, mais ça peut arriver, et c'est une compagnie aussi qui est naissante, donc voilà. Il faut aussi leur laisser le temps de se préparer, même s'ils sont déjà quand même taqués. Et puis les botches, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où. On a bien vu WWE, ça arrive avec la menotte, alors que voilà, WWE, ça a pas 3 ans, hein. WWE, ça a 300 ans, donc voilà. En tout cas, voilà, pour ce petit gâchis du côté de AEW. Bon, maintenant parlons d'une catcheuse à la WWE qui a eu une année assez bizarre, une espèce de grosse montée en puissance au début de l'année, puis après, bah... un enterrement en bonne et due forme, et je vais bien entendu vous parler de Bianca Belair. Alors Bianca Belair, je la mets dans les gâchis parce que pour moi, elle est la meilleure femme de l'année, la meilleure femme catcheuse, celle qui a fait le plus d'accomplissements je trouve à la WWE, la meilleure entité face de la WWE, peu importe le genre. Mais putain, SummerSlam, bordel, SummerSlam, quel enfer! Alors SummerSlam, le show est superbe, il y a le retour de la foule, un espèce de WrestleMania avec un immense stade, beaucoup de personnes, une immense ambiance, c'était vraiment super SummerSlam. Sauf que voilà, on devait avoir Bianca Belair versus Sasha Banks à nouveau pour le titre, Sasha Banks n'est pas là. Bon, ok, no show de Sasha Banks, on sait pas pourquoi, on saura sans doute jamais. Et là on nous ramène donc du coup Becky Lynch, The Man, donc la foule pop, superbe ambiance, Becky Lynch contre Bianca Belair, trop bien, Dream Match. Dream Match, mes fesses, 20 secondes de match, un squash, Bianca Belair qui se fait avoir comme une bleue, elle fait genre elle est surprise, bah ouais, mais non, tu construis pas une future championne comme ça, tu la fais passer pour un clown, c'est pas le cirque Paner là, le SummerSlam. Je veux dire, c'est extrêmement dommage en fait d'avoir fait ça avec Bianca Belair, étant donné que c'était potentiellement le nouveau gros projet WWE. Alors Bianca Belair, elle a tout. Elle est archi forte, elle est jolie, c'est une belle femme, elle est puissante, technique, elle a une grande queue de cheval qu'elle peut servir pour fouetter les adversaires, enfin bref. Il y a tout ce qu'il faut pour réussir dans Bianca Belair, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour en faire une super championne, un pilier de la division féminine. Et putain, tu l'as fait perdre en 10 secondes contre Becky Lynch. C'est un sacré enterrement quand même, hein. On fait souvent les catcheurs enterrés par ci, par ça. Là, waouh, Bianca Belair, ça fait mal quand même. Bon, derrière, c'est pas spécialement terminé, je pense pas que ce soit fini pour Bianca Belair, on n'a pas senti cette espèce de sensation de c'est la fin. Mais bon, quand même, sacré gâchis quand même, le règne et cette fin de règne de Bianca Belair, ça me rappelle un peu la fin de règne de Kofi Kingston en 2019, où vraiment, là aussi, on aurait pu parler de gâchis pour l'année 2019, parce que, ouais, on va pas y revenir, mais quel enfer! Bon, sortons un petit peu du ring, puisqu'on va parler un petit peu des coulisses, et on va parler, en tant que gâchis, du licenciement du Finn. Alors, il y a eu énormément de licenciements cette année à la WWE. Le plus marquant d'entre tous, je pense, a été celui du Finn, même s'il y a eu quand même Andrade, Aleister Black, Keith Lee, Aaron Cross, Braun Strowman, Samoa Joe avant de revenir. Bref, il y a quand même eu des gros noms qui se sont fait licencier. Mais le Finn Bray Wyatt, c'était quand même le plus gros de tous, et quel choc pour tous les fans. Alors on en a parlé longuement sur la chaîne, j'en avais même fait un point catch dédié, j'en ai reparlé dans le top 5 sur les pires déceptions à la WWE, où j'ai longuement parlé du licenciement du Finn, du coup, n'hésitez pas à regarder si vous l'avez pas encore vu ce top 5, c'est un top 5 assez récent en plus. Le Finn, bah oui forcément c'est l'un des plus gros gâchis, mais même pas que de cette année en fait, c'est peut-être le plus gros gâchis de la WWE depuis les années 2000, le gâchis donc potentiellement du siècle. Enfin, je vois en 21 ans, bientôt 22, je vois pas d'autres plus gros gâchis que le Finn, étant donné que le mec avait un potentiel créatif quasi infini. C'était super, les productions étaient énormes, c'était Netflixien. Mais c'était pas Netflixien dans le mauvais sens du terme, à base de storyline en bois. Là, c'était vraiment une grosse production, c'était un espèce de mix entre justement du catch et un film, ou une série, un truc interactif, mais sauf que là, c'était bien foutu. Pour une fois, c'était bien foutu. Et ça prenait à peu près tout le monde, en tout cas une grande partie des fans étaient fans du film, ou étaient contents de voir ce personnage qui était intriguant, qui créait un espèce d'engouement, un véritable intérêt. Or,
On a pu voir, surtout en 2020 et début 2021, que le film avait plus ou moins disparu. On a évoqué des rumeurs de dépression, de problèmes backstage, dépression par rapport au décès de Brody Lee, pourquoi pas, qui était l'un de ses plus grands amis, ça peut arriver. Après, on est tous humains, on a tous nos failles, on a tous parfois besoin de prendre des temps off. D'ailleurs, j'en parlerai un peu plus tard pour un autre catcheur. En tout cas, le Fiend, forcément immense gâchis, parce qu'il y avait un potentiel de dingue. Est-ce que sa défaite contre Goldberg en 2020 l'a enterré et a terminé finalement son règne, sa hype? C'est vrai que le film perdait en hype, hein, on sentait... en 2019, ça a été très fort. Pendant 6 mois, on a eu Firefly Funhouse, puis après l'arrivée du film à SummerSlam, donc pendant quelques mois, on a préparé ça, puis après on l'a fait catcher. Ça a été en dents de scie, un peu, on va pas reparler du match contre Seth Rollins, le Hell in a Cell, mais il y avait quand même un potentiel de dingue autour du film. Le problème peut-être du film, c'est qu'ils en ont fait un personnage beaucoup trop costaud d'entrée, imbutable, imbattable. Et donc, qu'est-ce que tu fous d'un personnage qui est imbutable? On n'est pas dans Touquet, on n'est pas dans Touquet 20. Même si, encore une fois, tu peux toujours améliorer les trucs, changer un peu les machins, en faire un espèce d'Undertaker, mais... J'ai l'impression que la WWE avait des immenses projets, des idées folles autour du film, mais qu'ils n'ont pas su les mettre vraiment en place comme ils le voulaient, qu'ils se retrouvaient un peu dans l'impasse, et qu'au final, créativement parlant, ça devenait compliqué. D'autant plus qu'apparemment, les relations entre le Fiend et Vince McMahon, enfin Bray Wyatt et Vince McMahon et toute la team de production, la Bruce Pritchard et compagnie, eh ben c'était pas terrible apparemment. Bray Wyatt, il était très protecteur de son personnage du Fiend, il voulait pas perdre... Ce qu'on peut comprendre, après ce qu'on peut comprendre. Bref, il y avait des divergences créatives entre Bray Wyatt et l'équipe de créativité, l'équipe créative WWE. En même temps, bon, normal, les divergences, vous allez me dire, c'est pas spécialement étonnant. Hein. En tout cas, voilà, quel dommage de ne plus voir Bray Wyatt et le Fiend à la WWE, quel dommage de ne plus voir Bray Wyatt tout court dans le catch, parce qu'il est plus là, quoi, il nous manque, on sait pas ce qu'il fout, il tourne un film apparemment, on va le voir catcher. Les fans l'attendent, peut-être une nouvelle gimmick, un nouveau personnage en 2022. En tout cas, bon, on reste un petit peu sur notre fin et c'est un immense gâchis quand même pour le film. Et ben ça fait chier, voilà, ça fait chier. Faut dire ce qu'il faut dire les choses, ça fait chier. Bon, tant pis pour le film, tant pis pour Bray Wyatt, on passe à la suite. Alors je vais en parler rapidement, mais effectivement il faut que je vous parle du cas Nikki Ash. Alors Nikki Cross, du coup, qui devient une super héroïne à base de Nikki Almost a Super Hero, gagne le Money in the Bank, cash in le lendemain, superbe ambiance, super adoré par les fans, et c'est tout. C'est tout, un mois de règne, un mois plus tard, on lui fait perdre le titre dans un... Non, le triple menace, elle le gagne, je sais plus. Bref, j'ai un trou de mémoire. Elle perd le titre rapidement et derrière, bah... Terminé. Terminé, Nikki Ash. Alors c'est archi dommage. Ça me rappelle un peu cette espèce d'engouement autour de... Merde, comment s'appelle le pote de Tucky? Otis, voilà. Bon, c'est du direct live, hein, comme j'aime bien dire, même si c'est pas du direct live sur YouTube, mais c'est tourné dans les conditions du direct, comme si vous étiez en face de moi. Donc Otis qui avait gagné le Money in the Bank et qui l'a... voilà, et tous berdé après toute cette tambouille, bref. Dommage, en vrai, je trouvais que c'était une bonne idée Nikki Ash et qu'il y avait moyen de pousser là-dessus. Ça n'a pas forcément été le cas pour le moment, attention, c'est pas terminé, elle n'a pas été licenciée Nikki Ash, enfin, à moins que j'ai raté l'info, mais je pense pas. Voyez voir ce qui va se passer en 2022, ce serait bien quand même de la remettre un peu sur le devant de la scène, ça me rappelle un peu justement Owen Hart à l'époque avec le Blue Blazer, alors oui ça n'a pas grand chose à voir si ce n'est qu'elles ont les deux personnages ont un costume bleu, mais voilà, sortir un peu de sa gimmick, revenir, être un clown, et puis au final, voilà, pauvre Owen quoi, c'est sa gimmick qui l'a tué finalement, parce que il venait en venant du ciel avec son truc, donc ouais. Bon, on va pas parler de trucs glauques, hein, déjà qu'on parle de gâchis, on va passer à la suite. On va quand même parler d'un truc glauque, un truc assez récent quand même, mais c'est un truc qui touche l'humain. Je saurais pas dire vraiment si c'est un gâchis ou pas, c'est quelque chose de très regrettable et quand même je dois en parler parce que ça m'a beaucoup touché, c'est le problème de Jon Moxley, c'est son problème d'addiction avec l'alcool. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un gâchis? Finalement oui, parce qu'on aimerait tous voir Jon Moxley en fait sur le ring, en bonne santé, pas en proie à ses démons, pas alcoolisé ou autre. En plus, Jon Moxley vient d'avoir une petite fille avec René Dupré, putain, oula, avec Renee Young, et voilà, on souhaite à Jon Moxley tout simplement de s'en sortir, que ce soit dans ses addictions, dans ses démons, parce que je suppose que si le mec est alcoolique et qu'il boit de l'alcool tous les jours, c'est que ça cache forcément un mal-être intérieur, donc voilà, régler ses problèmes d'addiction, régler ses problèmes mentaux et revenir dans le monde du catch chez AEW, mais vraiment que quand il sera, entre guillemets, guéri, quoi, quand il sera sevré, quand ça ira mieux dans sa tête.
Et voilà, c'est vrai que ça fait toujours mal au cœur de voir comme ça que les catcheurs sont aussi des êtres humains et qu'ils ont des failles comme tout le monde, comme toi, comme moi, comme nous tous en fait. Et bah du coup, voilà, ça fait mal au cœur pour Jon Moxley. Je lui souhaite en tout cas le meilleur et j'espère le revoir en 2022 en grande forme, pourquoi pas, pour aller catcher et puis d'encore aller défoncer des mecs au Japon. C'est pas fini pour Moxley. Allez, dernier point de cette vidéo, je vais raccourcir un peu parce qu'après sinon ça va durer des plombs parce qu'il y a beaucoup quand même de gâchis. J'ai moi-même, moi une idée, un gâchis en tout cas que j'ai en tête. La Forbidden Door a été ouverte cette année, donc c'est-à-dire l'alliance AEW, Impact et NJPW, un espèce de triangle amoureux comme ça, enfin amoureux cordial, on va dire, un triangle cordial, amical, et on a vu quelques catcheurs japonais arriver chez AEW, Katsuyori Shibata, Suzuki, bref, quelques petits noms comme ça. Omega aller chez Impact, des mecs d'Impact venir, ok, c'est très bien. Maintenant par contre on veut les gros noms en fait, alors je conçois très bien l'idée qu'on ne fait pas venir les gros noms quand il n'y avait pas de foule jusqu'à la moitié de l'année 2021, ok, pas de problème. Jay White, le meilleur heel du Japon, l'un des meilleurs heels au monde, vous le connaissez peut-être pas si vous regardez pas NJPW, mais j'en parle assez souvent parce qu'il est fabuleux. Jay White, je regrette de ne pas l'avoir vu chez AEW puisque Jay White est aux États-Unis depuis le mois de septembre quand même, il fait une espèce de tournée pour NJPW qui est donc une fédération japonaise mais qui a aussi une branche aux États-Unis, et Jay White fait donc la tournée. Il a teasé des trucs, il est passé chez Impact, il a parlé de Kenny Omega, ok, très bien. Quand est-ce qu'on aura Jay White contre Kenny Omega? Quand est-ce qu'on aura Jay White versus Adam Cole? Jay White versus Bryan Danielson? Un de mes souhaits en 2022, c'est clairement ça. J'ai plusieurs souhaits, notamment pour AEW, mais j'ai un de mes souhaits, c'est de voir Jay White en fait et affronter tout le monde, parce que Jay White, il est juste fabuleux en fait, et il faut absolument le mettre à la télévision américaine pour que les fans aux États-Unis apprennent à le connaître, parce qu'il est génial. Vous allez voir. J'espère que vous allez voir Jay White en 2022 sur AEW, bon pas chez WWE, mais chez AEW, et découvrir un peu quel potentiel ce mec peut avoir, c'est vraiment fantastique. Bon voilà pour les gâchis de l'année 2021, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, j'espère que je vous ai pas trop barbé, c'est le cas comme d'habitude, vous pouvez tout à fait, alors pas dislike, mais mettre la vidéo en x2 par exemple si vous trouvez que c'est trop long, ou trop lent, ou que je suis pas assez concret, synthétique, mettez la vidéo en x2 ou en x1,5, vous allez m'entendre parler comme ça, et ça passera peut-être un peu plus du geste, mais vous savez, j'aime tellement parler de catch, j'aime tellement ça, je ne peux pas m'arrêter, je n'arrêterai pas de parler de catch, peu importe ce qui se passe sur les autres chaînes, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je n'arrêterai pas de parler de catch tant que j'en ai la capacité et le pouvoir tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, à me dire si vous avez d'autres idées de gâchis, peut-être des choses que j'ai oubliées, c'est vrai que j'ai pas spécialement révisé, hein, c'est vraiment des souvenirs que j'ai moi qui m'ont marqué, il y a peut-être des choses absolument aberrantes dont j'ai pas parlé. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, comme d'habitude à partager, c'est toujours un plaisir de lire tout ça. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, c'était le Dr Wrestling, je vous retrouve donc bientôt pour un autre projet, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous!